Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je tenais à faire une vidéo un peu différente sur le sol parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup un certain manque de compréhension générale du sol, de la matière organique et de ce que ça peut avoir comme conséquence sur nos pratiques, quelles qu'elles soient. Donc dans cette vidéo, il y aura principalement un PowerPoint affiché avec quelques séquences sur le terrain, mais vous n'allez pas voir ma tête sous des arbres. Et en fait, je reprends une présentation que j'avais dû faire pour l'école. Euh, c'est un travail de recherche, en fait, de préparation au travail de master. Et du coup, tout ce que je vais vous présenter là, c'est basé sur mes propres recherches de littérature scientifique. Euh, donc, tout ça pour dire que c'est pas mon opinion que je vous présente là, c'est vraiment des faits scientifiques établis. Ce qui veut pas non plus dire que c'est la vérité pour autant. Si vous connaissez le fonctionnement de la science, vous savez que quelque chose est vrai en science jusqu'au jour où c'est infirmé par une autre théorie. Euh, par exemple, par exemple. Donc pour le moment, ce que je vous présente là, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, c'est accepté par un consensus, c'est tenu pour valide, mais un jour peut-être ça sera réfuté et on se dira mais à cette époque on était vraiment teubés parce qu'on pensait que ça c'était vrai alors que... Bref, comme pas mal de théories que je vais vous présenter dans cette présentation. Euh, on va... Ouais, désolé, les slides sont en anglais, il n'y a pas beaucoup de texte donc ça devrait aller. On va principalement parler de la nature de la matière organique du sol et des critères de la stabilité de la matière organique, comment faire en sorte qu'elle soit stable, comment faire en sorte qu'on en accumule plutôt qu'on en perde, euh, quelles sont les manières d'augmenter, de la manière la plus efficace d'augmenter la matière organique du sol, sachant qu'il y a plein de techniques différentes. Quels sont les ordres de grandeur, comment est-ce qu'on peut créer du paillage ou des amendements euh, sans appauvrir en fait des écosystèmes. J'imagine par exemple, je sais pas, les feuilles mortes ou la paille. On se dit, eh ben chouette, on va chercher des feuilles mortes, par exemple en forêt pour pailler une zone pour cultiver. Eh ben, est-ce que ce prélèvement aura des conséquences sur l'écosystème forêt? Et c'est des choses dont on va parler dans cette présentation. Et en fait, la question sous-jacente à laquelle j'essaie de répondre, qui a vraiment dirigé un peu mes recherches, c'est est-ce qu'il y a un surplus? Est-ce que dans les écosystèmes, il y a un surplus de matière organique ou de carbone qui fait qu'on pourrait, théoriquement, avoir toujours plus à partir de rien, entre guillemets. Euh, voilà, ça veut dire, ça veut dire, est-ce qu'en réalité, à chaque fois qu'on veut enrichir une zone, on est obligé d'appauvrir une autre, ou est-ce qu'on peut enrichir une zone tout en maintenant stable une autre, ou même en augmentant plusieurs zones à la fois? Et est-ce qu'à partir d'une zone, je peux créer un surplus de matière organique pour enrichir d'autres zones, plus qu'elle-même? Enfin, j'imagine que vous avez compris. Let's go! J'avais commencé par montrer un peu, ça c'était ma préparation à la présentation. C'est vraiment pas simple comme sujet. Euh, C'était juste une sorte de mind map pour moi me retrouver avec les recherches que j'avais faites pour essayer de construire une présentation plus ou moins claire. Parce qu'il y a tellement d'embranchements et d'interconnexions qu'en fait, c'est pas un sujet qu'il faudrait présenter comme ça. C'est- Je pense que c'est vraiment plutôt un sujet qu'il faudrait rechercher par soi-même pour vraiment comprendre. Mais bref. Alors, bon, ça, j'imagine que vous connaissez la différence. C'est pas méga compliqué. La différence entre ces deux images.
Eh ben, c'est tout simplement que celle de gauche, c'est aux États-Unis et celle de droite, c'est en Angleterre. Non, c'est une blague. La différence, c'est la matière organique. Dans l'image de gauche, c'est purement minéral. Dans l'image de droite, il y a la matière organique dans le sol. Si je fais le lien avec les théories d'Hervé Covès ou comme ça, ce serait la matière organique, au final, qui crée les plantes, et donc qui crée les cycles de l'eau, et donc qui créerait les précipitations. Et donc la matière organique, en fait, c'est la base de la vie. Euh, la base de la vie, la base de l'eau, enfin, la base de tout, en gros. Et c'est pour ça que c'est vraiment ultra, ultra important de comprendre comment on peut entretenir et gérer de la matière organique et des écosystèmes pour essayer de la conserver. Et même, si possible, de l'augmenter année après année. Voilà, donc, des jolies petites pousses de basilic. Il y a un problème que vous connaissez sûrement, ça c'est assez trivial, c'est la minéralisation de la matière organique du sol lorsqu'on laboure, et pas seulement. En général, dès le moment où un sol est nu ou travaillé, il y a une minéralisation importante de la matière organique du sol. Donc en fait ça c'est dû à plusieurs facteurs. Peut-être je vais en oublier. Un des facteurs c'est l'activation de l'activité biologique par le réchauffement du sol et l'aération du sol. Les bactéries, les champignons, ils ont plus d'air et plus de chaleur, donc ils travaillent plus vite, plus, et ils sont plus nombreux, donc ils mangent plus, et puis du coup ils font plus caca. En gros c'est ça. En tout cas ils expirent plus. Et puis la respiration biologique, ça crée du CO2. Un autre facteur, c'est la photodégradation. Les UV du soleil, ça convertit littéralement la matière organique en CO2 directement, comme quand on brûle un bout de bois. C'est le même principe, mais ça se fait beaucoup plus lentement et beaucoup moins. Il y a besoin de moins de chaleur. Et il y a peut-être aussi un élément qui est que la matière organique du sous-sol, enfin disons dans les 20-30 cm de profondeur, se retrouve exposée et aérée justement. Par rapport à un sol qui n'est pas travaillé, cette matière organique elle reste protégée en profondeur. Je reviendrai si jamais j'ai raté un élément, mais je crois que c'est les principaux. Et puis, une illustration graphique de ce phénomène, c'est ce graphique-là. Alors, les sources, elles sont tout le temps, en principe, citées en dessous. Et puis, je vous mettrai en description le lien vers le document, le PowerPoint que je suis en train de vous présenter, plus le document Word sur lequel j'ai copié-collé toutes les sources en lien URL. Alors, ce graphique, il nous montre quoi? Il nous montre, alors, en axe horizontal, on a la matière organique du sol en pourcentage, donc ça va de 0 à 8. Et puis en prairie, on voit que ça, c'est aux environs de 7. C'est pas toujours le cas, évidemment, ça c'était un cas particulier, où ils ont fait des mesures. Et puis sur l'axe vertical, il y a la profondeur. Et puis on voit que les trétillés, ils s'arrêtent tous à environ 30 cm. C'est juste la profondeur du labour. Qu'est-ce que ça nous montre? Donc on a les différents traits, le trait gris, pointillé noir, etc. C'est donc en fonction du temps. Alors la première année, on a la prairie avec le taux de matière organique, très jolie courbe logarithmique, qui nous dit qu'en fait, plus on est proche de la surface, plus il y a de matière organique et que ça décroît de manière logarithmique. Ce qui fait que dès qu'on arrive à 30-40 cm de profondeur, on a entre guillemets plus que 2 ou 3% de matière organique. Alors qu'on en a presque 7 en surface. Qu'est-ce qui se passe après un an de labour? Après un an de labour, on mélange tout ça. Plus il y a un peu de minéralisation, mais c'est surtout le brassage qui fait qu'on tombe à 3,5 de manière homogène.
Il n'y a pas énormément de pertes après une année, il y en a un peu, mais c'est surtout le brassage qui fait que ça s'homogénéise jusqu'à 3,5. Et après, ce qui est plus intéressant qu'on voit, c'est qu'après, donc on a après 5 ans, 10 ans, 15 ans, et après 10 ans environ, c'est vraiment à la louche, j'ai pas fait les, j'ai pas fait les intégrales, mais à 10 ans, on a environ la moitié, si on cumule, donc sur toute la profondeur, la moitié du taux de matière organique qu'on avait à une année, à zéro, euh, quand on était en prairie. Et ce que ça nous montre, c'est que c'est pas linéaire. C'est pas un labour, on perd 0,1%, deux labours, on perd 0,2%, etc. C'est vraiment, au bout de 10 ans, on divise par deux. Et puis ça, c'est quand même pas rien, quoi. Quand on sait ce que ça veut dire, quand on sait qu'un taux de matière organique à 2-3%, c'est vraiment un sol en état de dégradation assez avancé, qui va faire, qui va plus avoir les mêmes rendements, qui aura des plantes potentiellement plus malades aussi, des risques d'érosion, des risques de, de perte de minéraux, une mauvaise retenue de l'eau, une mauvaise structure, etc. Enfin, tous les problèmes qui vont avec, qui conduisent au final vers la désertification. Ce graphique-là, euh, il est très accepté dans le monde agricole. C'est pas quelque chose de révolutionnaire. Tous les agriculteurs qui ont eu quelques cours d'agronomie connaissent ça. Ils connaissent pas forcément les ordres de grandeur, ils savent qu'il y a des pertes, ils savent pas forcément à partir de quand, jusqu'à quand, combien de temps, combien, etc. Mais juste pour dire que c'est pas, faut pas se penser intelligent de savoir ça, parce que ça tout le monde le sait. Le- le- la contrainte qu'ont les agriculteurs, c'est que sachant ça, ils voudraient, enfin pas tous, hein, certains voudraient essayer de trouver des manières d'éviter ça, mais concrètement à grande échelle, ben, il n'y a pas 36 solutions, à part le glyphosate pour le moment. Ou alors des techniques de rotation, de couverts végétaux assez élaborés qui fonctionnent même pas encore avec tout. Enfin, c'est pas tout simple. Et c'est toujours une histoire de compromis, en tout cas à court terme. Si on transforme ce graphique-là sur qu'on le lit différemment, ce que ça montre en fait, c'est que le taux de matière organique il descend, bah, comme j'ai dit, de manière logarithmique jusqu'à atteindre une sorte de plateau. Et c'est une sorte de plateau parce que c'est pas un plateau. C'est pas après 30 ans, c'est pas horizontal. Après 30 ans, ça continue de descendre, mais c'est toujours plus petit, le rythme. Ce qui fait que, ben là, on voit la perte de matière organique, elle est extrême tout au début, en fait. Et plus on est au début, plus ça descend vite. Et plus on a labouré et détruit notre sol, entre guillemets, plus c'est difficile de le détruire plus. Et ça, c'est aussi assez important. C'est que c'est les décisions, les premières années qui vont avoir des répercussions potentiellement sur des dizaines d'années. Euh, Après, justement, c'est possible de régénérer, de remonter la pente. Et ça, je vais en parler après. Donc après, oui, j'avais parlé de Jean Covici, mais ça, vous connaissez. Hop. Euh, Voilà, donc le défi de faire de l'agriculture sans labourer, en gros, pour éviter de perdre cette matière organique en CO2. Et puis, ouais, la référence avec Jean Covici, c'était l'idée que avec la contrainte énergétique et climatique, il y a de grandes chances qu'on doive convertir une partie de nos prairies en culture. Et donc, le défi, c'est comment on fait hein, concrètement pour convertir une prairie en culture euh, sans perdre toute la matière organique en chemin. Sachant que la matière organique, c'est aussi un facteur de résilience face aux extrêmes climatiques qui arrivent. Euh, Ah ok. Partie suivante. C'est quoi la matière organique? Et ça, on entend beaucoup de j'ai l'impression, d'opinions différentes. C'est relativement... En fait, c'est très simple
Donc là, je parle de nouveau de l'état actuel des connaissances scientifiques. C'est très simple à comprendre une fois qu'on a compris. Mais schématiquement, c'est assez simple à se représenter. Vous avez sûrement vu ces horreurs, ou entendu parler en tout cas, c'est les acides humiques et les acides fulviques. Et puis ça, c'est en fait l'ancienne représentation de la matière organique. Donc jusqu'à... Mais en fait, dans la tête de pas mal de personnes, c'est encore d'actualité. En fait, le terme humus représente ces deux molécules, principalement. Quand on dit humus, c'est une sorte de matière magique composée d'acide humique et d'acide fulvique, qui aurait toutes les propriétés qu'on lui attribue, et qui serait relativement stable, mais qui finirait quand même par se minéraliser pour relâcher des éléments, etc. Et puis, depuis, ouais, je dirais une vingtaine d'années, en tout cas 10 ans, il y a un nouveau paradigme qui est arrivé et qui est du coup plus proche de la réalité, mais sûrement encore très loin de la réalité, parce que c'est en évolution constante, comme je l'expliquais au début. C'est qu'en fait, la matière organique, c'est pas du tout des acides humiques et des acides fulviques, et que le terme humus ne veut rien dire. Et qu'en fait, la matière organique, c'est une sorte de montagne de crottes de décomposition de bactéries et de champignons et de... voilà. Donc, en fait, on parle tout le temps de la matière organique, il faudrait dire les matières organiques, parce que dans la matière organique, il y a plein de sortes de matières organiques différentes. Il y a des sucres, il y a des acides aminés, il y a des protéines, il y a des enzymes, il y a des lipides, il y a et des macromolécules organiques. En fait, tout ce que la biochimie crée se retrouve dans la matière organique, à différents stades de décomposition. Et puis, cette décomposition-là conduit à ce qu'ils appellent, en jargon scientifique, la SOM, Soil Organic Matter, donc la matière organique du sol, qui est composée de ces débris de choses vivantes. Et en fait, moi, dans ma tête, je me le représente un peu comme un Tetris, avec des trucs qui tombent comme ça, et puis ça remplit des... Enfin, ça s'accumule en gros. Et au fur et à mesure que ça s'accumule, bon, ça c'est pas trop dans le Tetris, mais les blocs du bas, ils commenceraient à se décomposer, et puis à prendre moins de place. Et pour ceux qui sont pas trop familiers avec la chimie, faut imaginer, prenons une limace. La limace finit par mourir, du coup elle se décompose en plusieurs parties de limace. Il y a, je sais pas, ses organes, sa peau, etc. Et puis chacun de ces organes va se décomposer un peu plus. Par exemple, si je mets le focus sur la peau, elle va se décomposer en protéines, en lipides, etc. Et puis, donc, ça c'est comme des blocs de construction qui, mis bout à bout, créent la peau de la limace. Et puis ces blocs, ensuite, eux-mêmes vont encore se décomposer en sous-blocs. Puis c'est comme comme des Legos, en fait. Et à chaque stade de décomposition, les Legos deviennent de plus en plus petits. Et à la fin, on se retrouve avec comme un océan de mini-Legos qui voyagent un peu, et puis qui se brassent et qui se font remanger et redigérer par, entre autres, les vers de terre, les collemboles. Peut-être pas les collemboles. Je vais pas m'aventurer dans ce sujet, dans ce domaine-là. Je connais mal la faune du sol. Enfin bref, l'idée c'est qu'ensuite, une fois que ces micro-blocs de la vie sont de manière entre guillemets libre dans le sol, et ben soit ils sont stabilisés, et on verra ce que ça veut dire après, et du coup ça devient de la matière organique du sol, voilà. Pardon. Soit ils sont encore plus décomposés, et du coup ils sont tellement décomposés que ça devient des minéraux, et qui peuvent être
réutilisés directement par les plantes et recyclés. Donc ça, c'est l'idée de la matière organique du sol, le nouveau paradigme. Avant ça, la différence avec ça, c'est que il y avait donc une décomposition, dégradation, etc., comme ici. Mais là, au bout d'un moment, c'est comme si par magie, en fait, toutes ces petites molécules, tous ces petits blocs indépendants les uns des autres, finissaient par se remettre ensemble et créer ces espèces de vaisseaux spatiaux, euh, entre guillemets, un peu comme par magie. Et puis que ces trucs, c'était la matière organique stable, l'humus, le truc noir. Voilà. Alors que en réalité, peut-être pas. Et peut-être que c'est beaucoup plus simple à se représenter, mais complexe et imprédictible. Ouais, imprévisible. Faudrait que je vérifie. Ok, donc le cycle ici, on le retrouve là, au milieu, exactement au milieu de l'écran, avec la flèche qui tourne là. Microbial growth, death, recycling, etc. Donc il y a la plante qui fait son cycle machin, ça se décompose, ça se fait bouffer par des bactéries, des champignons, enfin ça, c'est, on en parle beaucoup et c'est correct. Et ça finit par se décomposer, fragmentation, en nécromasse fragment. Et justement, la nécromasse, donc la nécro c'est la mort, et masse, la masse, donc la masse morte, qui est justement cette espèce de réservoir de micro-blocs, de petits blocs de construction. En fait, c'est ça la matière organique du sol. Et cette nécromasse, c'est justement là où je m'étais arrêté avant, elle va dans l'espèce d'encadré à droite. Cet encadré-là. Et cet encadré-là, c'est les agrégats. Donc ensuite, on a ces micro-blocs. Ces micro-blocs, ils ont deux chemins. Comme je disais, soit ils vont se stocker et rester stables, entre guillemets, soit être recyclés par les plantes. Et là, justement, c'est le chemin vers la stabilisation. Donc on a les macro-agrégats et les micro-agrégats. Alors, ça, c'est de nouveau une représentation schématique de la réalité, et en vrai, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de cas de figure. Là, c'est très binaire, et en vrai, il faut se représenter ça plutôt comme un gradient, un peu comme tout. Mais c'est ça l'idée, en fait. C'est que les macro-agrégats, c'est un peu comme des boulettes de particules, de plein de trucs. Mais ils sont gros. Et les micro-agrégats, c'est ce qui nous intéresse. C'est que les micro-agrégats, en fait, c'est entre autres le fameux complexe argilo-humique, qui est en fait une agglomération entre une particule minérale, donc un truc hyper stable, et une particule organique, un truc pas trop stable. Et le fait qu'ils se collent ensemble, ça stabilise en fait la matière organique. Et la matière organique passe de l'état matière organique à carbone du sol. Et c'est assez important comme distinction, même si c'est joué un peu avec les termes, parce qu'il faut se représenter un peu le truc comme, mais je vais y revenir après, la matière organique, c'est vraiment cette espèce de piscine, de réservoir de petits blocs qui peuvent soit être réutilisés par les plantes, soit être stabilisés. Quand ils se stabilisent, ça veut dire que ça devient des micro-agrégats. Et quand c'est des micro-agrégats, on parle de carbone du sol, et plus de matière organique. C'est assez important la distinction, mais j'y reviens après. Donc ça, c'est la compréhension scientifique de la matière organique du sol qu'on a actuellement, et qui a été mise à jour il y a environ une dizaine d'années. Avant, c'était ça. Voilà. Qui c'est qui fait ces micro-agrégats? Qui c'est qui permet à cette matière organique d'être collée à la matière minérale et de créer ce carbone du sol, et non plus cette matière organique? C'est nos chers amis les vers de terre. Et là, on a une citation d'une étude de 2005 qui dit « On peut conclure, comme beaucoup d'autres l'ont fait, que les vers de terre ont un effet significatif sur la formation des agrégats du sol et
les piscines de carbone associées. Je reviens sur le terme de piscine après. La proportion des macro-agrégats est beaucoup plus importante quand il y a des vers de terre, et ces agrégats contiennent beaucoup plus de carbone et de carbone dérivé des résidus en comparaison au sol bulk, c'est en vrac. Donc le sol en gros, quoi. Donc pour résumer cette citation, ce que ça nous dit, c'est que les sols qui contiennent des vers de terre ont beaucoup plus tendance à générer des macro-agrégats, et c'est probablement grâce aux vers de terre. Donc ici, il parle de macro-agrégats. J'ai fait une petite erreur avant. Probablement que les vers de terre ne créent pas directement les micro-agrégats, mais que les micro-agrégats sont des sortes de sous-parties des macro-agrégats. Que les vers de terre créent les macro-agrégats, et que dans ces macro-agrégats, du coup, la conséquence, c'est qu'il y a ces micro-agrégats qui se forment. Donc là, le bulk soil, et donc le sol auquel on compare un sol où il y a des vers de terre et des macro-agrégats, ce serait un sol entre guillemets mort. Et j'ai parlé de la piscine des carbones, ce serait plutôt le réservoir de carbone. J'y reviens après, mais l'idée c'est que ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont classifié en gros ces réservoirs de carbone en fonction de leur stabilité et propriété. Et par exemple, du coup, ce dont je parlais avant, la matière organique du sol, ce serait un réservoir, et donc purement organique, avec que des résidus végétaux ou animaux ou fongiques. Et puis un autre réservoir, ce serait justement cette matière organique, ce carbone du sol, qui serait cette matière organique associée aux minéraux. Et probablement qu'il y a d'autres, justement nommés réservoirs de carbone, en anglais carbon pools, mais pour le moment on parle principalement de ces deux-là. Donc deux facteurs qui jouent sur la stabilité du carbone dans le sol pour le moment, c'est le taux d'argile, parce que les micro-agrégats, comme ils sont micro, on parle plutôt d'argile, parce que l'argile, c'est les particules minérales les plus petites qu'on trouve dans le sol, et de profondeur de sol. Si je reviens... Voilà. Ce graphique-là, on voit que même après 15 ans de labour, le taux de matière organique à plus de 30 cm de profondeur, il change très peu. Et ça, c'est un facteur aussi, c'est que plus on descend profondément, plus c'est difficile d'affecter le taux de matière organique ou le taux de carbone du sol. Autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Ça veut dire que c'est très difficile d'en perdre, mais une fois qu'on l'a perdu, c'est aussi très difficile qu'il se régénère.